Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être devant vous aussi nombreux. Ça dénote l'intérêt pour la question liée à comment est-ce que la formation est vécue sur le terrain et notamment dans les entreprises formatrices. C'est de cela dont il va être question également avec l'intervention conjointe de M. Chassot et moi-même. On va opérer en deux temps. Je vais vous proposer peut-être une introduction à la notion de mise en œuvre des formations professionnelles initiales et notamment du soutien qui est envisagé, notamment par la Confédération, pour accompagner cette mise en œuvre des ordonnances de formation sur le terrain. Et puis M. Chassot, qui a très gentiment accepté de répondre à mon invitation un peu de dernière minute, il faut bien l'admettre, va vous parler plus spécifiquement en fait, de l'exercice qu'ils sont en train de réaliser. Quand je dis exercice, c'est évidemment pas à blanc, hein, c'est tout à fait réel, avec les charpentières et charpentiers CFC qui sont actuellement, on va dire, en milieu de processus de mise en œuvre, puisqu'il y a une nouvelle ordonnance de formation qui est entrée en vigueur en 2014 et dont les premiers relais sont actuellement en cours. Voilà un petit peu pour ce que je vous propose. Peut-être pour entamer le processus de digestion de manière un petit peu progressive, je vous propose une petite anecdote aussi. Avant d'occuper la fonction que j'occupe aujourd'hui à l'IFFP, j'ai eu l'immense plaisir de travailler pendant 10 ans dans un canton. J'étais collègue avec M. Etienne d'ailleurs, qui vous a présenté la première présentation ce matin. Et quand j'ai pris mes fonctions au service de la formation professionnelle du canton de Fribourg, c'était en 2004, février 2004, j'ai passé les 3 premiers mois de mon activité à me faire copieusement enguirlander au téléphone tous les matins par des formateurs et des patrons très remontés dans le cadre d'une formation qui n'est pas des moindres, qui est celle des employés de commerce. Je tiens à préciser avant tout quiproquo qu'il ne s'agit pas de faire un procès d'intention aux employés de commerce, pas du tout, bien loin de là. Mais qui ont vécu une réforme vraiment très importante. En 2003, c'était encore un règlement d'apprentissage à l'époque, et qui a impliqué d'énormes changements au niveau de la pratique dans les entreprises, et en particulier il y en a probablement parmi vous dans la salle, ceux qui formaient ces apprentis employés de commerce. Ça a vraiment été une révolution, il faut le dire clairement. Avec maintenant 12 ans de recul par rapport à cette formation pour laquelle j'ai travaillé à un niveau assez stratégique, puisque j'ai eu la chance aussi de collaborer dans la commission développement et qualité au niveau national, je reste convaincu que ce règlement 2003 était une excellente réforme, était un excellent règlement d'apprentissage, donc que les contenus étaient très bons. Mais je pense qu'on a totalement sous-estimé à l'époque l'impact que ça allait avoir dans la pratique quotidienne des formateurs, à tel point que dans les années qui ont suivi, les 2 ou 3 ans qui ont suivi, il y a eu des pertes de places d'apprentissage sèches de l'ordre de 25 jusqu'à 30% dans certains cantons. Donc vous imaginez l'impact que peut avoir le fait de manquer d'anticipation, et encore une fois, ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'ORTRA ici, mais c'est vraiment, je crois, quelque chose que personne n'a vu venir à ce moment-là, et qui explique aussi ce que je vais vous présenter maintenant par rapport à l'activité de l'IFFP, et en particulier du Centre pour le développement des métiers. Voilà, c'est une petite introduction, je vais peut-être rebondir là-dessus par la suite. J'ai parlé de processus de digestion qui s'amorce, je ne tiens pas à l'alourdir avec des bases légales. Néanmoins, il me paraissait intéressant de faire peut-être un bref rappel de l'une ou l'autre de ces bases légales. Enfin, 3 qui, à mon sens, sont assez fondamentales dans le développement des métiers, mais aussi et surtout dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la manière dont est vécue la formation au quotidien. L'article 1 de la loi sur la formation professionnelle, c'est l'article fondateur de ce qu'on appelle le partenariat stratégique. On dit la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération des cantons des organisations du monde du travail. C'est là que c'est ancré. Et ce partenariat, on le retrouve à tous les niveaux de la formation, aussi dans la pratique. Si on parle des cours interentreprises, ce sont les associations professionnelles. Les intérêts des formateurs dans les entreprises, ce sont les associations professionnelles, les organisations du monde du travail qui les défendent. Les cantons qui ont une double casquette, à la fois stratégique dans le développement des métiers, à la fois opérationnel, et ce rôle de surveillance dont on a beaucoup parlé ce matin, dans la mise en œuvre de la formation.
L'article 16, ça dit simplement en fait que ces prestataires de la formation dans la pratique, hein, les trois que je viens de citer, ils doivent collaborer ensemble. C'est un peu les fondements de la coopération entre les lieux de formation. Ça aussi, c'est un élément important. Quand on développe des outils qui vont permettre de porter la formation sur le terrain, de prendre en compte ce que doit faire l'école, ce que doivent faire les cours interentreprises, ce qui doit se faire dans la pratique, et que ces trois éléments-là soient coordonnés et non pas livrés à eux-mêmes, chacun de leur côté. Et puis, l'article 8, qui est un élément très important, qui traite de la qualité, et qui dit en fait que chacun est responsable à son échelle, à son niveau, d'appliquer la qualité de la formation professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que tout ça implique, mais ça me semblait une bonne entrée en matière pour parler justement de qualité, qui est une de nos préoccupations principales à l'IFFP, et en particulier au Centre pour le développement des métiers, si on parle de développement des métiers. Et nous, on voit ça vraiment sous l'angle d'un processus continu. C'est ça que je parle aussi de cycle de vie des métiers, non pas que le métier a une fin de vie, hein, on espère dans la mesure du possible qu'il se perpétue, mais ça arrive, hein, il y a des métiers qui arrivent à un niveau tel d'obsolescence qu'on les arrête, c'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Mais en règle générale, c'est plutôt des métiers qui se réinventent et qui doivent veiller en permanence à être actuels, à répondre aux attentes et aux besoins de l'économie au sens large du terme. Je disais avant, j'aime pas tellement dire aux besoins de l'économie parce que ça fait un peu tertiaire comme ça, aux besoins du marché, aux besoins du terrain, pour parler clairement. Donc, pour nous, le développement des métiers, c'est un processus, c'est un cycle de vie des métiers qui commence avec l'analyse. Alors l'analyse, on peut le comprendre au sens du manuel pour le développement des métiers de la Confédération, qui traite de la clarification de toutes les conditions de cadre en fait, qui peuvent donner ou pas naissance à une profession, ou qui peuvent justifier ou pas d'une révision. On va y revenir dans la partie d'examen quinquennal. Pour nous, l'analyse, c'est surtout et avant tout l'analyse d'activité, c'est ce qu'on pratique, hein, c'est-à-dire on va faire émerger de la base, c'est vraiment une démarche qui part des professionnels qu'on va réunir, on va identifier qu'est-ce que font ces gens du matin au soir, du lundi au vendredi, de janvier à décembre, et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir établir le profil de qualification qui va servir de base après au développement de ces documents légaux dont on parlait tout à l'heure, hein, juste avant midi, l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, le plan de formation, sont les deux éléments porteurs d'une formation. Et puis, une fois que ces éléments-là sont développés, sont prêts, qui sont passés en consultation, qui sont acceptés, qui entrent en vigueur, là, on entre dans la phase de mise en œuvre. Et cette phase de mise en œuvre, eh bien, c'est typiquement ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les employés de commerce. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fini le travail conceptuel qu'on est au bout du travail, hein. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, il y a toute une batterie d'éléments qu'on va proposer à ce niveau-là pour soutenir cette mise en œuvre, et j'y reviendrai un peu plus dans le détail. Et puis cette boucle qualité, elle se termine, et ça c'est aussi quelque chose qui est nouveau, disons le fait d'avoir formalisé ça, c'est nouveau depuis la loi de 2002, qui est entrée en vigueur en 2004, c'est cette notion d'examen quinquennal qu'on retrouve dans les ordonnances de formation et qui dit en gros que tous les 5 ans, l'Organisation du monde du travail doit veiller à ce que les objectifs de la formation soient toujours en adéquation avec les besoins du terrain et du marché. Donc ça oblige à faire cette réflexion-là et à garantir cette qualité dans une certaine continuité. Voilà pour ce qui est de l'introduction à la mise en œuvre et au développement de la formation initiale. Je vais peut-être faire le lien avec ce qu'avait dit M. Savary ce matin aussi. Hein, justement, c'est l'importance de faire cet examen quinquennal pour s'assurer de détecter aussi les tendances, les évolutions dans le métier et pouvoir s'y adapter à temps. Hein. On a des processus de révision, de réforme qui courent sur 3-4 ans en moyenne. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire preuve d'une certaine anticipation, pour ne pas dire d'une certaine prédiction, dans les tendances qui nous attendent pour pouvoir s'y adapter à temps, pour que la formation dans 3 ou 4 ans soit up-to-date par rapport aux besoins et aux défis qui nous attendent. Donc un mot sur cet aperçu. La mise en œuvre donc, des formations, si vous regardez le schéma de tout à l'heure, on a l'analyse, le développement, l'examen quinquennal. Là, on est dans des terrains d'activité pour l'IFFP qui sont concurrentiels. Il y a d'autres gens qui proposent l'accompagnement pédagogique, méthodologique dans ces éléments-là. Pour la mise en œuvre, c'est un petit peu particulier. Et je reviens encore une fois, je rebondis plutôt sur l'exemple des employés de commerce.
Là, on a très vite détecté que on n'est pas tous égaux face à une mise en œuvre. Il y a des petites ORTRA, Organisation du monde du travail, des plus grandes, avec différents moyens, différents niveaux de professionnalisme aussi dans la manière d'accompagner ces processus-là. Et la Confédération, à un moment donné, a dit il faut du soutien pour les ORTRA pour pouvoir apporter ces contenus de formation sur le terrain avec un minimum de soutien et d'accompagnement. Donc c'est ce que l'IFFP a développé sur mandat de la Confédération, mais il ne faut pas perdre de vue que le rôle principal, c'est l'ORTRA qui l'a. C'est elle qui pilote le projet, c'est elle qui décide des mesures qu'on va mettre en place, c'est aussi elle qui décide si elle va travailler ou non avec le soutien qu'on lui apporte. Donc, on a développé toute une offre là d'accompagnement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez en gros en 3 phases qu'on a en haut une partie plutôt conceptuelle, où on va dire ok, quels sont les publics cibles, qu'est-ce qu'on doit leur apporter, à quel moment, quel type d'information, voire quel type de formation. Hein. Donc ça peut être les formateurs en entreprise, ça peut être ceux des cours interentreprises, les experts, les chefs experts, etc. Donc on va identifier ces différents publics cibles, qu'est-ce qu'on veut leur apporter comme information, puis on va consigner tout ça dans un concept d'information et de formation qui fait partie du paquet qui va remonter au CEFRI au moment de la validation des documents. Puis après, donc, on met en œuvre ce concept d'information et de formation avec des séances d'information qui peuvent être avec tous les lieux de formation ensemble ou par lieu de formation. Donc, quand j'entends par lieu de formation, c'est les écoles, les cours interentreprises, les entreprises. Et puis, toujours en collaboration avec les cantons, évidemment, puisque c'est eux, hein, dans cette phase de mise en œuvre, qui ont la responsabilité finalement du bon fonctionnement de la formation sur le terrain. Donc, il est là très important de bien développer ce partenariat avec les cantons. Et donc, après, on va développer des outils pour chaque lieu de formation. On va se concentrer aujourd'hui, parce que c'est plutôt ça qui vous intéresse, hein, sur la partie destinée aux entreprises formatrices. Et là, on est vraiment dans le cœur de ce qui a été abordé tout ce matin. Je trouvais qu'on était vraiment raccord avec ce qui a été amené ce matin. C'est quand on entend ce que vous disent les formateurs, quand on va les voir. J'ai pas le temps. C'est trop compliqué. Je sais qu'il y en a qui m'a fait particulièrement rire, c'est j'ai autre chose à faire que de mettre des croix dans des formulaires toute la semaine. On est exactement dans le cœur de la problématique. Le rôle du formateur, donc une des premières étapes, hein, c'est ce qu'on enseigne aussi dans les cours pour formateurs en entreprise, quand il va engager un apprenti, hormis l'engagement de l'apprenti lui-même, ça va être de préparer la formation. Préparer la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire le plan de formation dans lequel on a des compétences, on a des objectifs évaluateurs pour l'entreprise et aussi pour les 2 autres lieux de formation. Donc ça va être de s'approprier ces compétences et ces objectifs évaluateurs et de se dire, ok, concrètement pour moi, dans l'entreprise, à l'atelier, dans le bureau, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois lui faire faire à cet apprenti? Dans quel ordre? Par quoi je commence? Etc. Et là, il y a vraiment un soutien très très important qui peut être apporté par les organisations du monde du travail à cette étape-là, parce que c'est un gros boulot. Hein. Vous avez des plans de formation qui font 40, 50, 60 pages, puis qu'il faut vous approprier ce document-là, puis vous avez le téléphone qui sonne, 2 clients qui attendent à la porte, une livraison qui s'est mal passée, voilà, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment, je pense, ce que peuvent apporter comme plus-value les associations professionnelles, et puis c'est aussi ce que nous, on apporte comme soutien aux associations professionnelles pour que ces documents soient, je dirais, préparés de la manière la plus pratique possible à l'usage pour le formateur. Ce n'est pas toujours possible, parce qu'on a des domaines d'activité dans lesquels, voilà, si vous travaillez dans l'entreprise A ou dans l'entreprise C, vous allez faire des choses tellement différentes, ça va être compliqué de préparer un programme de formation, on va dire, qui colle à l'entreprise. Mais il y en a d'autres, si je prends la pharmacie par exemple, qui est un domaine que je connais bien pour avoir travaillé pas mal avec eux, là il y a des documents, ils se sont allés vraiment très très loin dans l'élaboration de documents visant à soutenir les pharmaciens et les formateurs en pharmacie à la pratique. Donc vraiment tout était réglé, semestre après semestre, étape après étape, avec les niveaux à atteindre, etc. Donc c'était vraiment relativement facile à s'approprier après sur le terrain avec les apprentis. Donc là, il y a le programme de formation pour les entreprises formatrices qu'on peut développer. Il y a le dossier de formation qui est donc plutôt l'élément de l'apprenti, on va dire, hein, dans lequel il va consigner ses apprentissages, ses expériences, il va constituer aussi comme moyen de soutien qu'il a pendant toute sa formation, probablement aussi après. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent travailler encore avec leur dossier de formation une fois qu'ils ont leur CFC. Et puis surtout, c'est aussi un élément important parce que souvent, c'est un soutien pour la procédure de qualification pour l'examen
examen pratique. Donc on a tout intérêt à l'obtenir de manière suivie. Et puis le dossier de formation, c'est aussi quelque chose que doit contrôler en tout cas le formateur ou la formatrice en entreprise ponctuellement. Et tous les 6 mois, il doit aussi remplir un rapport de formation, c'est les fameuses petites croix, qui permettent d'évaluer le niveau d'avancement de la formation. Voilà, je crois que c'était plus ou moins ce que je voulais dire. Oui, peut-être la dernière étape, la grande partie du bas, c'est exactement où en sont maintenant en fait, les charpentières et charpentiers CFC, c'est-à-dire c'est la préparation de la procédure de qualification. Et là, il y a aussi tout un soutien qui est offert de la part du Centre de développement des métiers dans la préparation des examens, l'accompagnement des groupes d'auteurs, etc. Donc c'est ce qu'on fait ces temps avec M. Chassot, entre autres, qui pilote ça du côté de la FRESEM, Fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de menuiserie, à qui je passe la parole sans plus tarder. Bonjour à tous. Donc, je remercie tout d'abord M. Choba pour nous avoir invités, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, l'implémentation de la nouvelle ordonnance fédérale de charpentière et charpentier CFC. Il faut croire que ça ne se passe pas trop mal parce qu'il m'a demandé pour venir. Donc, les relations ne vont pas trop mal avec les FFP. Et inversement. Par rapport aux charpentiers CFC, la FRESEM, elle a un rôle assez important par rapport à ces métiers-là. On doit contribuer au développement de la formation. On a des formations qui ont un vécu assez ancestral, et puis on a des technologies qui changent beaucoup, donc on doit accompagner tout ça. Et c'est important qu'on puisse ensemble développer ces métiers. On a des apprentis d'un côté, on a des patrons, des écoles professionnelles, on a des cours interentreprises, on a des formations initiales, on a des formations supérieures, ça fait un domaine assez vaste. Il faut savoir que dans les métiers de charpentière, charpentier CFC, on a 2 ORTRA. Il y a une ORTRA suisse romande, la FRESEM, et une ORTRA suisse alémanique. Donc au niveau de la coordination, ça met un petit peu de beurre sur les épinards. C'est qu'on doit encore communiquer au niveau national. Donc on doit aller se battre aussi à Zurich de temps en temps. Et puis, c'est clair que les entreprises, quand on parle d'une réforme d'un métier, elles se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, comment, qu'est-ce que ça va changer pour nous, entreprises? Est-ce que je vais toujours pouvoir développer la formation de mes apprentis? Est-ce que je devrais arrêter de former des apprentis? Est-ce que peut-être plus les compétences? Donc, c'est beaucoup de questions qui arrivent après sur le bureau. Et puis, le but pour nous, c'est vraiment d'assurer cette liaison entre les différents centres de formation, donc, comme je disais, les cours interentreprises, les écoles professionnelles et les entreprises, pour que ce soit vraiment une cohésion, qu'on parle de la même chose. On a souvent entendu dire que dans les entreprises, on a le marché qui dit qu'on doit faire quelque chose, et puis à l'école, ils font quelque chose qui est différent. Donc ça pose un problème. Pour les enseignants, ils se disent, mais on n'est plus en réalité avec ce qui se passe sur le terrain, les patrons, ils gueulent. Et puis, d'un autre côté, les patrons, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut au cours? Parce que mon gars, il ne sait toujours pas faire. Donc, il faut trouver cette coordination et faire le mieux possible. Et puis, une chose qui est aussi importante, et M. Choba l'a clairement défini après, c'est ces tâches pour le formateur, les fameuses petites croix. Alors, il faut voir la quantité de documents que rapporte une formation. Il y en a des quantités. Moi, ça fait quelques années maintenant que je travaille à la FRESEM pour le métier de charpentière, charpentier CFC. J'en discute toute la journée. Donc, je suis plus ou moins dedans. Je sais plus ou moins de quoi on parle. Quoique, des fois, ça coince un peu aussi. Mais j'imagine, vous, formateurs en entreprise, quand vous avez tout votre travail dans la journée à faire et puis que vous avez encore des classeurs fédéraux remplis d'ordonnances, de plans de formation, de directives et de papiers, si on vous donnait tout à faire dans les mains, je pense que vous aurez des classeurs fédéraux à marquer des petites croix et puis des signatures dessous pour déléguer ci, déléguer ça, apprendre, oui, j'ai dit à mon apprenti qu'il peut faire ça, j'ai signé au fond, c'est bon. Et puis là, je pense qu'il n'y aurait plus une seule entreprise qui engagerait des apprentis. Donc, par rapport à la réforme qu'on a eue, un petit peu pour l'historique. Donc, on est passé d'un règlement d'apprentissage en 2002,
fait par des charpentiers, avec une demande aussi d'unification du CEFRI qui a découlé sur une ordonnance fédérale. Il y a eu, en 1987, pour remonter assez vieux, hein, c'était la première demande qu'il y avait pour passer aussi d'un gros changement chez nous, c'était de l'apprentissage de 3 ans à 4 ans pour le métier de charpentier. Donc c'était des grosses demandes. Mais 1987, première demande, refusée par les syndicats. Voilà. Ça c'était au tout début. Donc 2016, faites un peu le calcul entre deux. On a eu 2 étapes. La première étape, c'était l'introduction de la formation AFP en 2 ans. Donc ici, on a aussi eu des petites modifications dans notre formation. C'est les aides charpentiers. Hein. Donc là, on parle des praticiens sur bois avec attestation fédérale de formation professionnelle. Donc ça, c'est rentré en 2012. Et puis, dans ce groupe-là, on a intégré les scieurs. Parce que les scieurs, ils n'avaient pas beaucoup d'aide. Donc, ils cherchaient aussi comment trouver une formation, ou qui c'est qui voulait bien d'eux pour se mettre avec, et puis qu'on arrive à faire quelque chose de bien pour les scieurs. Donc, du coup, les scieurs sont ralliés avec les charpentiers, et on a créé le métier, si on veut bien dire, de praticien sur bois. Donc, ce n'est pas des aides charpentiers, c'est des praticiens sur bois, soit avec une option industrie pour la scierie, ou soit une option construction pour la charpente. Et puis l'allongement, comme je vous ai dit, de ce CFC de 3 ans à 4 ans. Alors pourquoi un allongement de cet apprentissage? Le charpentier, on discutait encore tout à l'heure à midi, le charpentier, c'est plus un gars qui va sur un toit avec une grosse masse dans les mains et une tronçonneuse. Ça a un petit peu évolué. Je pense que vous le voyez un petit peu au niveau de la structure des bâtiments qu'on peut voir maintenant sur le terrain, les structures, le graphisme des maisons a changé. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau énergétique aussi qui se passent, on les voit sur les toits. Hein. Les panneaux solaires, toutes ces choses-là qui sont venues se rajouter sur les toits. Donc on doit savoir comment fonctionne la partie qui est en dessous et savoir la maîtriser. L'isolation des bâtiments, les façades aussi, toutes ces choses-là qui sont venues se rajouter. Il y a des nouvelles technologies. Au niveau des moyens de levage, notamment, un charpentier, on le voit de moins en moins avec une grosse poutre sur l'épaule pour aller sur son chantier. Généralement, il a plutôt un Manitou et une grue de chantier. Donc, c'est aussi des connaissances que l'apprenti maintenant doit acquérir parce que c'est quelque chose qu'il emploie tous les jours. Et notamment, les charpentiers CFC, maintenant, ils ont, à la fin de leur apprentissage, ils ont un permis de cariste. Et il y a le dessin assisté par ordinateur qui est venu se rajouter aussi là-dessus. Avant, on dessinait à la planche à dessin, maintenant, on peut essayer de chercher les entreprises qui dessinent encore la planche, il n'y en a plus beaucoup. On est sur des ordinateurs, c'est comme ça. Toute la partie sécuritaire aussi, hein, qui a beaucoup évolué. On parle beaucoup de protection aussi des employés pour éviter qu'ils se cassent la figure sur les chantiers. Donc, au niveau du timing, donc, je vous ai dit 1987, la première démarche. En 2010, ça a démarré sérieusement, donc là il y a eu une concertation de tous les milieux intéressés. La réforme qui est passée de 2011 à 2013 et une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. C'est-à-dire que les apprentis qui ont commencé en automne 2014, ils ont commencé avec la nouvelle ordonnance. Donc maintenant il a fallu expliquer tout ça. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des moyens à disposition des formateurs pour éviter de remplir 250 feuilles de papier à ce niveau-là. Donc on a fait notamment un classeur, qui est ce classeur-là, qui est un classeur destiné aux formateurs. C'est même marqué dessus, documentation pour formateurs. Et dans ce classeur-là, on a essayé de réunir toutes les informations nécessaires pour le formateur en entreprise, pour la charpente. Donc là, on parle charpentier là-dedans. Donc on va y retrouver l'ordonnance fédérale, on va retrouver un plan de formation, on va retrouver plein de choses. On le voit sur le lexique qui est ici. On a notamment des documents qui sont pour la formation même en entreprise. Donc il y a un onglet spécifique pour l'entreprise formatrice avec des documents spécifiques pour le formateur. Le dossier d'apprentissage, le dossier de formation que l'apprenti doit remplir, les rapports de formation. Donc ces choses-là, c'est pour tous les métiers confondus, nous y compris. Et puis, on retrouve aussi également d'autres
chapitres, afin que le formateur il sache qu'est-ce qui se passe au cours inter-entreprise, qu'est-ce qui se passe en école professionnelle. Parce que les enseignants, ils ont aussi des directives, ils doivent aussi suivre la réalité des choses. Et le plan de formation a été aussi développé pour ces lieux de formation-là. Donc c'était pour nous important de le mettre dans ce classeur. Si, le but, c'est pas que le formateur est tous les jours dedans pour dire lundi il était faire ça au cours, ok, bon c'est bon. Non, si tout d'un coup on se pose une question, on sait où aller chercher les informations, elles sont dans un seul classeur. Donc le but, c'est vraiment que le formateur il sache quoi trouver où, sans se perdre non plus. Dans ce classeur-là, on trouve aussi également un récap de l'ordonnance et du plan de formation. On voit ici, si le laser marche, voilà. On a les domaines de compétences, les sous-chapitres, et en fait on voit les années d'apprentissage, de la première année à la 4e année. Et on a une partie grisée, ça veut dire que ce n'est pas inculqué à cette période-là. Par exemple, prendre des mesures, pour donner un chapitre tout bête, qui est le 1.1. Prendre des mesures, c'est quelque chose que l'apprenti va développer tout au long de son apprentissage. Donc ce sera vu en première, en deuxième, en troisième, en 4e année, avec des difficultés différentes. On a d'autres choses, par exemple la fabrication d'escaliers. Là, le formateur, il voit directement, c'est vraiment tout bête, c'est vraiment vulgarisé, comme on peut dire, mais la fabrication d'escaliers, ici, le formateur, il sait que c'est vu à l'école en 4e année. Donc, s'il se pose des questions avant, ah ouais, non, ils n'ont pas vu en cours, c'est normal. Donc, on était vraiment parti pour essayer de vulgariser ça. On a dit avant qu'il y a quand même des devoirs pour le formateur, les fameuses petites croix à mettre, eh bien elles sont là. Alors, on a développé un logiciel pour les formateurs en entreprise. Il y a une version simplifiée, une version plus détaillée, avec vraiment tous les détails de qu'est-ce qui va dedans, avec des évaluations, non évaluées, très bien, suffisant, avec des petits smileys, c'est joli, c'est tout plein. On essaye vraiment de faire au plus simple ce qu'on a l'obligation de faire. Il ne faut pas oublier que c'est le seul moyen aussi qu'on a pour contrôler si l'apprenti il a fait ce qu'il devait faire pendant sa formation. Donc en cas de litige pour l'apprenti ou pour le patron, le commissaire d'apprentissage peut aussi aller voir ce document, enfin c'est même son but, c'est qu'il va chercher ce document-là et puis il va aller contrôler si l'apprenti a vraiment fait son travail. Ou si l'entreprise a vraiment formé comme il faut l'apprenti. Ça va dans les deux sens. Hein. Et puis ça c'est la version électronique. C'est clair que cette version-là, elle est aussi sur papier, parce que les charpentiers ne sont pas tous derrière l'ordinateur, et puis ils nous ont bien fait comprendre que l'informatique, c'était bien, mais ce n'était pas pour tout le monde. Donc on a la même version en papier, qui se trouve aussi notamment dans ce classeur. Donc on a même fait les deux possibilités. Donc on n'a pas les deux à remplir, mais on choisit soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, ça c'est du petit boulot qui arrive chez nous, mais on essaie vraiment de vulgariser au maximum pour simplifier les choses. Ça, c'est pour le dossier de formation, le rapport de formation, pardon. Donc, le formateur, lui, il a l'obligation de signer ça, enfin de faire ce rapport-là tous les 6 mois. En parallèle de ça, l'apprenti, lui, il a un dossier de formation. Donc, tous les mois, il doit faire un dossier. Ce dossier, il se comporte de 2 éléments. C'est un élément de texte, donc un explicatif. Et puis, la deuxième partie, c'est un dessin. Donc après, il le fait comme il veut, mais le minimum qu'on demande, c'est ça. C'est un dessin avec un explicatif, et ça représente en fait ce qu'il a fait en entreprise. Donc cette partie-là, elle est expliquée au cours inter-entreprise au premier jour de cours. Ils reçoivent le classeur, et l'explication est donnée par les cours inter-entreprise, ce qui enlève un petit peu la tâche du formateur qui ne saurait peut-être pas très bien comment expliquer, tu dois remplir comme ci, comme ça. C'est le rôle des cours inter-entreprise. Comme ça, au moins, ils ont tous reçu la même information en même temps au cours. Et il n'y a pas de discussion, et en plus, ils ont tous le classeur. Donc ça, c'est pas mal. Il ne faut pas oublier que ces 2 éléments, donc, que ce soit le rapport de formation ou le dossier de formation, ça fait partie de la loi. On a bien posé la question si on ne pouvait pas faire autrement, si quoi, comment, mais non. On n'a pas le choix, c'est l'article 12 de l'ordonnance fédérale. Donc cette partie-là, le dessin, c'est une chose qu'il fait une fois tous les mois. Donc je ne pas trop, ça fait 40 thèmes. Et il y a une chose qu'il faut vraiment faire, qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que ce dossier de formation, il est pris pour l'entretien technique à la fin. Les experts, quand ils viendront évaluer l'apprenti, ils vont l'évaluer sur ce qu'il a appris en apprentissage.
en entreprise. Donc c'est pour ça qu'on prend ce classeur-là. Et comme vous pouvez le voir ici, là en bas, l'entretien technique correspond à 40% de la note de connaissances professionnelles. Donc c'est presque la moitié de la note des connaissances professionnelles qui sont l'entretien technique, c'est l'acquis qu'il a eu pendant tout son apprentissage en entreprise. Donc il y a des choses que on peut pas, il faut vraiment faire attention. Donc pour faire un petit peu les défis qu'on avait dans cette transition, donc c'était vraiment de simplifier les documents au maximum. Donc les petites croix n'y échappent pas, mais on les fait quand même et ça va vite. La communication, donc au niveau de la communication, on a fait une première information avec l'IFFP pour tous les services d'information professionnelle, pour les directeurs d'école. Donc là, on avait vraiment expliqué la nouvelle ordonnance fédérale. Il y a eu une deuxième étape où j'ai été avec ce classeur-là dans chaque canton, romand, vu que je m'occupe de la Suisse romande. Donc j'ai été dans chaque canton expliquer ce classeur-là aux formateurs. Donc il y a une invitation qui a été faite par les services d'information professionnelle. Et moi, je suis venu expliquer le contenu de ce classeur-là, vraiment pour que les formateurs en entreprise, déjà, prennent acte qu'il y a un classeur, et puis qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'il y a à faire à l'intérieur, et puis qu'ils n'en aient pas peur, parce que c'est un petit peu épais. Donc voilà, il n'y a pas tout à ouvrir tous les jours. Et puis le but, c'est que, ce qui est marqué là, c'est qu'il est important de former des apprentis. On va de la relève de nos entreprises, donc il faut vraiment penser, il faut garder ça en tête. On le fait pour nos apprentis, on le fait pour notre relève, pour la relève des entreprises. Donc on fait le minimum, mais on le fait bien. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce qu'on a fait à la FRESEB en collaboration avec l'IFFP, les cantons et la Confédération pour le métier de charpentière et charpentier CFC. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Ça fait 4 ans que je suis dedans, là j'essaye de vous le faire en 15 minutes. J'espère que vous avez compris tout le message que je voulais vous faire passer par rapport à ça. Et puis, je vous remercie pour votre attention.